Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de voir en quelques dizaines de minutes qu'est-ce qui pourrait être fait dans le cadre d'une alimentation santé pour débutants. C'est-à-dire quelqu'un qui souhaite s'intéresser à une hygiène alimentaire correcte, qui n'a pas vraiment de base, qui ne sait pas où prendre. Et puis je dirais, quel que soit son état pathologique, quelle que soit sa spécificité de terrain, pourrait commencer à entreprendre des changements alimentaires qui soient sécurisants et qui portent des fruits au niveau de l'amélioration de l'état de santé. Donc on va essayer de voir, évidemment ça va être synthétique, un peu grossier, mais ça donne des bases concrètes et puis surtout des pistes de réflexion pour approfondir qui sont communes à tout le monde, ce qui devrait être, de mon point de vue, enseigné par la diététique classique et qui devrait être la recommandation de base au niveau médical ou au niveau diététique. Donc on va essayer de voir repas par repas, les boissons, les types d'aliments, les types de cuisson, voilà des choses basiques, puisqu'on se rend compte quand on observe les caddies des gens et les assiettes des gens, que c'est rarement quelque chose d'équilibré. C'est souvent des aliments stockables facilement, raffinés, non biologiques, voire préparés directement. Donc on va voir comment, pour ces gens-là, avec un budget qui n'est pas forcément extensible, avec des ustensiles de cuisine qui ne nécessitent pas un investissement, et puis avec du temps, voilà, que tout le monde puisse s'y retrouver, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son budget, quel que soit le temps qu'il a à consacrer à la cuisine, quel que soit le nombre de personnes dans le foyer, essayer de faire quelque chose un petit peu de synthétique. Donc la première chose, c'est le petit déjeuner. Alors il y a toujours l'adage, on fonctionne toujours par adage, qui veut souvent rien dire. Il faut petit déjeuner comme un roi, manger comme un prince, manger comme un mendiant, ça veut évidemment rien dire. Ça peut éventuellement dire quelque chose, dire quelque chose à une époque où, on va dire il y a 50, 60 ans. Moi, le souvenir que j'avais, c'était mon grand-père et mon arrière-grand-père qui travaillaient au champ, et donc ils se levaient à 5 heures du matin. Donc ils déjeunaient à 9 heures, je les voyais déjeuner à 9 heures comme moi, mais ils avaient déjà 4 heures de travail dans les jambes, ils avaient déjà fait une traite, ils avaient déjà retourné la terre peut-être par moins 10 degrés. Voilà, ils avaient monté des bottes de paille, ils avaient nettoyé l'écurie, voilà, ils avaient peut-être réparé des machines, donc ils avaient 4 heures de travail physique intense avec du froid. Donc quand je les voyais déjeuner, c'était des ogres, parce que derrière, leur journée ne faisait que commencer. Ils avaient encore entre 10 et 12 heures de travail derrière, donc c'était gargantuesque. Et ça n'avait rien à voir, évidemment. Donc, dans le mode de vie dans lequel on est, où le travail est extrêmement sédentaire, nécessite peu de conditions physiques, pour la plupart des individus, on peut allègrement se passer de petit déjeuner. Alors ça paraît impassable pour la plupart des individus qui vont dire bah oui, mais à 10 heures j'ai un coup de barre, le fameux coup de barre de 10 heures pour lequel il faut prendre une petite céréale, ce qui a très bien été vendu par la publicité. Le coup de barre de 10 heures, souvent, c'est simplement une réappropriation de l'estomac d'un espace qui a été perturbé par de mauvaises associations alimentaires. Les petits déjeuners qui comportent 8 à 10 ingrédients différents ne sont pas rares, c'est-à-dire le jus de fruits, le café, le fruit, plus les céréales avec le lait, la tartine avec le beurre, la confiture cuite et sucrée, avec 1 ou 2 additifs alimentaires dedans, et puis éventuellement une barre de céréales. Voilà, ça c'est un petit déjeuner classique. Si on détaille les aliments, il y en a entre 8 et 10. Donc évidemment, il n'y a pas sur un estomac vide à jeun, pour le coup, parce que petit déjeuner, donc on casse le jeûne, donc on est sur un processus d'élimination des toxines, c'est pour ça qu'on urine plus foncé le matin, c'est pour ça aussi qu'on a l'haleine un peu plus chargée, parce qu'il y a une détoxination par les voies pulmonaires. Et donc il serait intéressant, pertinent, de laisser prolonger cette détoxination dans une époque où on a moins de capacité énergétique à éliminer les toxines, et on va plutôt être constamment sur de la digestion et de l'assimilation. Donc de laisser couler le petit déjeuner, qui n'occasionne rien, donc la basculer sur un jeûne intermittent, pour lequel on peut trouver de nombreuses informations, de nombreuses études scientifiques qui montrent la même chose, c'est-à-dire que ça améliore la production hormonale, ça régule la glycémie, tout un tas de choses. Enfin, il y a des centaines d'études qui montrent des dizaines de points positifs.
Et pour les gens qui pourraient avoir envie d'un petit déjeuner, il y a deux solutions. Pour les gens pour qui la santé est OK, ben on va rester tout simple sur les fruits, donc les fruits de saison. Voire les oléagineux qu'on aura fait tremper la nuit pour les débarrasser de leur purine et puis les inhibiteurs d'enzymes. Et puis pour les épuisés, les gens en fatigue chronique, ce qui est de plus en plus courant, j'aurais tendance à recommander les aliments concentrés, plutôt gras. Souvent les épuisés plus chroniques ont une difficulté à réguler l'insuline par l'hormone cortisol, qui est effondré. Il y a normalement le pic de cortisol qui existe le matin, qui sert un peu de starter pour la journée, a plutôt lieu en fin de journée, vers 17-18 heures. Donc ces gens-là, n'ayant pas le pic de cortisol nécessaire, ces épuisés chroniques-là, vont avoir une difficulté à réguler l'insuline, parce qu'il y a un lien entre les glandes surrénales et le pancréas, au niveau des glandes exocrines. Donc ceux-là, moi je leur recommanderais plutôt une diète entre guillemets cétogène, donc exempte de glucides. Donc ça peut être de l'avocat, ça peut être des olives, voire même pour certains un œuf cuit dur, voilà, ou un jus de légumes sans trop de glucides. Par exemple un jus avec des légumes verts, des choses comme ça, et c'est largement suffisant. Éventuellement, si on a vraiment une crainte, ou alors si on a une activité physique très soutenue dans la matinée, on peut prendre des fruits avec soi, on va grignoter des fruits. Alors je rappelle que les fruits sont à digestion très rapide, c'est entre 25 et 30 minutes. Or, si on prend le petit déjeuner classique là, à 7 h du matin, on aura le coup de barre à 10 h, justement parce que pendant 3 heures, le temps de digestion des sucres lents, des glucides, des amidons, on aura travaillé fortement, et avec des aliments complètement mal associés, donc des sucres lents, des sucres rapides, des protéines, enfin voilà, des choses, des lipides, des choses qui n'ont rien à faire ensemble dans le bol digestif. Les sucs gastriques vont tenter de se remettre à jour, entre guillemets, et puis surtout l'estomac va tenter de reprendre une place correcte et un volume correct. Donc ça fait des gargouillis. Donc par un réflexe, on va dire pavlovien, on va penser qu'on a faim, on va remanger, et on va relancer la digestion qui n'est même pas finie, et qui va nous amener naturellement jusqu'à midi. Par contre, si à 7 h du matin vous prenez juste, je ne sais pas, une pomme par exemple, à 7h30 vous avez fini de la digérer, donc de 7h30 à midi, l'heure de votre repas, là il va se passer, je calcule, 4h30 de repos digestif. Par contre, si vous prenez un déjeuner mal équilibré, donc vous allez digérer jusqu'à 10 h, et ensuite en reprenant quelque chose, un grignotage, parce que vous avez l'impression d'avoir faim, ça va vous amener jusqu'à midi sans interruption de digestion. Donc là, il y a 4h30 où vous auriez pu être au repos, à accomplir d'autres processus physiologiques, notamment la détoxination, la régulation hormonale, enfin tout ce qui est de l'ordre du système nerveux autonome. Et donc on arrive à midi soit en ayant une vraie faim, soit en étant complètement déjà blindé et rassasié. Comment on peut manger? Alors il y a différentes choses. Si on n'a pas les intestins irrités, inflammés, on mangera des crudités. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, on va avoir tendance à avoir cette inflammation au niveau intestinal et à penser que les légumes, c'est pas bon pour nous. En fait, c'est pas que les légumes sont pas bons pour nous, parce qu'on pourrait boire par exemple des litres de jus de légumes sur une semaine, que ça ne provoquerait aucune douleur intestinale. C'est pas les légumes qui sont mauvais, ce sont les fibres dures non ramollies, qui sont donc irritantes. On est sur un état où la muqueuse intestinale est inflammée, irritée, un peu comme un coup de soleil sur une peau. Et donc, si je passe des fibres dures comme du scotch-brite sur ma peau brûlée par le coup de soleil, je vais hurler. Par contre, si je passe une éponge un peu mouillée, évidemment, ça ne me fera pas mal. Donc, si je prends des fibres dures, ça va irriter mes intestins, et l'organisme va déclencher un spasme éliminatif qui va être assimilé à une diarrhée, parce qu'évidemment, on n'aura pas le temps de digérer et d'assimiler correctement, et ça va repartir dans les toilettes aussi vite. Enfin, dans les toilettes, c'est si on a le temps d'y aller. Et donc, le problème, c'est la fibre dure. Si on ramollit ces fibres-là, si on les passe en purée, là, il n'y a plus d'irritation. Donc, ce ne sont pas les légumes qui sont problématiques, c'est l'inflammation intestinale, mise en lumière par les fibres des légumes. Et évidemment, les légumes crus, ça devrait passer tout à fait normalement. Aucun mammifère ne transforme son alimentation pour pouvoir l'ingérer. Par contre, ça démontre un déséquilibre de terrain, et là, évidemment, on se privera de crudité, on ne va pas être billet en tête dans une idéologie de dire je devrais manger beaucoup de cru,
parce que je suis un humanoïde, je vais au moins ramollir les fibres. Et puis là, le temps que la muqueuse se répare, alors là, par différents processus dont je vais pas parler, déjà de mettre au repos, de moins digérer, moins solliciter. De la même façon que si j'ai un coup de soleil, je ne vais pas me remettre au soleil. Mais c'est pas dit que le soleil est mauvais pour moi. C'est que je me mets à l'ombre, la muqueuse se répare, je peux retourner au soleil. Donc ça, c'est à considérer. Donc, évidemment, si on peut manger des crudités, eh ben on consommera des crudités. À quel volume? Je dirais au moins 50%. Pourquoi au moins 50%? Ça paraît être arbitraire, mais c'est qu'au-delà de 50% d'aliments cuits dans un repas, on déclenche un processus qu'on appelle une hyperleucocytose digestive. En français, c'est-à-dire une surproduction de globules blancs par le système immunitaire. C'est-à-dire que le corps reconnaît, ou plutôt ne reconnaît pas, et identifie comme un poison les bols alimentaires qui ne contiennent pas suffisamment d'enzymes. Parce que les enzymes sont dégradées totalement à 52 degrés. À partir de 40-42 degrés, on commence à les détériorer. À 52 degrés, il n'y en a plus. Et donc ça, c'est un peu le code des aliments pour s'auto-digérer, s'auto-dégrader. Et quand ce code n'est plus présent, au-delà de 50% d'aliments cuits, eh ben, il y a une réaction d'anticorps, de déclenchement de globules blancs. Et donc ça devrait nous... Alors ça a été découvert il y a plusieurs dizaines d'années, notamment par Koutchakov, un biologiste. Donc, pareil, pour les convalescents, évidemment, qui ont besoin de leurs globules blancs, eh ben, on gagnerait tout à fait à préserver l'alimentation la plus crue possible s'ils le peuvent. Et même s'ils ne le peuvent pas au niveau des fibres, voilà, il y a des subterfuges comme les jus de légumes qui permettent de prendre des crudités, évidemment en petite quantité, parce que c'est très concentré, mais au moins on amène l'information. C'est pour ça que je recommande de toujours, même si les aliments sont cuits après, de prendre une partie de ces aliments en cru pour amener l'enzyme qui va permettre aux aliments de digérer. Et ça va permettre aussi au repos le pancréas. Et donc là, au moins 50% de crudité. Lesquels? Je dirais tout ce qui est attirant. Quelle qualité? Évidemment biologique, ça c'est clair. On va essayer d'éviter ce qui est pesticidé. Et je rappelle qu'en agriculture biologique, les faits sont avérés, c'est qu'il y a plus de nutriments, plus de manganèse, de zinc, de potassium, il y a 70% de fer en plus, etc., plus de vitamine C. Donc quitte à manger, autant manger des aliments qui contiennent des micronutriments, et qui sont exempts de pesticides, qui occasionnent des réactions chimiques dans le corps absolument aléatoires, qui sont ou non analysés ou négligés. Donc, je dirais au moins par mesure de précaution, manger le plus biologique possible et le plus frais possible. Et un aliment cru ne signifie pas un aliment bon. C'est-à-dire que vous pouvez manger cru un aliment qui a été cueilli non mature, transporté longtemps, stocké longuement dans vos magasins, il n'est plus vraiment cru, plus vraiment vivant. S'il est flétri, il est mort, il a été oxydé, les vitamines, notamment C, B, et eux se sont détériorés par la chaleur, la lumière et l'oxygène. Et donc voilà, il faut veiller une bonne fraîcheur. Donc des circuits courts, biologiques si possible. Si on assaisonne, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Des huiles de première pression à froid biologiques en petite quantité, parce que on va dire les huiles n'existent pas à l'état naturel. Et par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est une vingtaine d'olives, entre 15 et 20 olives pour la donner. Et donc, ces olives, vous mettez normalement 1 heure et demie pour les digérer. L'huile, elle arrive directement à la vésicule au bout de quelques dizaines de secondes pour être émulsionnée par la vésicule. Mais quand elle est mélangée par le bol alimentaire, évidemment, c'est pas cette durée-là. Mais ça implique d'avoir des bonnes associations compatibles pour que le temps que l'huile stagne dans l'estomac, qu'elle soit avec des aliments adéquats. Parce qu'évidemment, on ne déclenchera pas les mêmes enzymes, les mêmes sucs, selon qu'on mangera des lipides, des glucides ou des protides. Donc là, on va rester sur ce qu'on appelle la salade de crudité, parce qu'il faut donner un nom de cuisine. Et donc, voilà, on peut mettre des huiles de première pression à froid. Moi, je recommande plutôt les huiles à oméga 3, dont on est largement carencé, puisqu'on mise beaucoup sur les huiles à oméga 6, comme le tournesol, qui est très cultivé en France, ou à oméga 9, comme l'huile d'olive, mais assez peu sur les huiles oméga 3, qui sont anti-inflammatoires, enfin qui ont tout un tas d'avantages que je ne vais pas développer ici. Alors lesquels? Moi je trouve que l'huile de chanvre est parfaite, parce qu'elle est équilibrée entre les oméga 3 et les oméga 6. L'huile d'onagre, l'huile de cameline, l'huile de lin, éventuellement l'huile de colza, mais elle s'oxyde très vite. Voilà, puis on les fait tourner, on achète des petites bouteilles qu'on stocke au frais, et puis voilà, qu'on fait tourner agréablement. Biologique à 100%, parce que là, les corps gras sont des concentrateurs
en toxines, donc tout ce qui va être métaux lourds, pesticides, fongicides, herbicides, se trouvera hyper concentré dans le corps gras. Donc voilà, ça. Et puis, si on veut un goût un peu acide, ben, ça sera ou du citron ou du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre non pasteurisé et biologique, vinaigre vivant, on va dire. Et puis, des herbes à volonté, persil, coriandre, basilic, ciboulette, romarin, thym. Voilà, ça, vraiment à volonté. Et puis, il peut y avoir quelques aliacées aussi, ail, oignons, échalotes, de toutes sortes, qui sont antiparasitaires, antibactériens, remplis de soufre pour équilibrer beaucoup de fonctions dans le métabolisme. Donc ça c'est très bien. Ensuite, on peut continuer sur un repas où il y a davantage de cru en légumes, ça c'est évidemment entendable, mais on va rester sur ces 50% de cru, là pour schématiser, et on va prendre des aliments cuits. Donc là, je dirais, tous les légumes, et quand je parle de légumes, de vrais légumes, je parlerai des racines plus tard, tous les légumes peuvent être cuits. Alors comment ? Évidemment, on a des cuissons à basse température. À 90 degrés, il n'y a plus de vitamines, et à 110 degrés, il n'y a plus de minéraux et d'oligo-éléments. Donc évidemment, il faut essayer de préserver le plus possible. La vapeur douce, encore croquant, ça c'est l'idéal. Et ça convient même aux personnes qui ont des soucis d'intestin. Exception évidemment pour ceux qui ont des Crohn très avancés, qui ont des colopathies fonctionnelles très dures, qui ont des diverticulites hyper inflammées. Enfin voilà, il y a évidemment des exceptions, mais là je fais un discours général, je ne vais pas mettre toutes les exceptions à chaque fois. Ou alors des ulcérations gastriques, enfin voilà, je passe dessus. Donc plutôt cuisson vapeur douce. Évidemment dans un matériau respectable, verre, pyrex, inox de bonne qualité. Voilà, un bon volume qui doit représenter, je dirais, les 2/3, les 3/4 de l'assiette. Voilà, 2/3, 3/4 de l'assiette. Et on va mettre à côté une seule catégorie d'aliments. En diététique classique, on dit il faut les féculents plus la protéine, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on arrive dans la nature à avoir son épi de blé qu'on va raffiner, tamiser, etc., et puis le morceau de barbac qu'on va prendre? Ces règles-là diététiques n'ont aucune... Alors on peut toujours justifier tout par n'importe quoi. La digestion est lourde, il y a des reflux gastriques, on va demander des sucs alcalins avec de l'acide chlorhydrique de cohabiter dans l'estomac, ce qui évidemment est incompatible. Alors je ne parle pas ici du régime associé ou du régime dissocié propre à l'hygiénisme, qui est très spécifique, mais qui, dans quelque chose qui est grand public et généraliste, pour l'heure, dans ce que je souhaite communiquer de manière pédagogique, n'a pas sa place à mon sens. Même si c'est une voie plus que pertinente. Mais là, pour l'instant, c'est une introduction pour débutants. Et donc, ce tiers restant-là, on va faire ou. Le premier ou possible, je parlais des protéines, on va parler des protides. Alors, quel type de protides ? Si on consomme des produits animaux, évidemment, prendre de la viande de la meilleure qualité possible, de race, si possible, non hybridée, la plus sauvage possible, la moins chargée en antibiotiques, en antidépresseurs, en hormones. L'homme peut digérer quel type de produits animaux, donc pas tellement les tendons, les tissus durs, les ligaments et les muscles, mais plutôt les organes spongieux et les viscères, alors ce qui est poui-poui cracra dans la tête des gens, mais parce qu'on est sur de la cuisine, de l'art culinaire, avec tous les guillemets que ça comporte, et puis de l'éducation, c'est-à-dire que quand vous observez un animal mort, et c'est vrai que c'est intéressant quand on consomme de la viande quand même d'assister au spectacle de voir comment est constitué un animal. Donc moi, ayant grandi à la ferme et dans une famille de chasseurs, j'ai eu des dizaines et des dizaines de fois l'occasion de voir des animaux dépecés devant moi, d'en dépecer moi-même, que ce soit des lapins, des cochons, des sangliers, des chevreuils, des cerfs. Enfin, j'ai vu tout type d'animaux ouverts, des perdrix, des faisans, des grives. Enfin voilà, toute ma jeunesse, je l'ai passé à observer les chasseurs. Et donc de voir, je me dis tiens, ce qui est le plus facile à manger, c'est quand même l'intérieur. Ce qui est le plus immédiatement, tu plonges tes mains dans les organes spongieux, tu les croques, il n'y a pas besoin de les cuire, il n'y a pas besoin de crocs, il y a besoin de moins d'acide chlorhydrique. Enfin voilà, c'est cette réalité-là qu'il faut connaître, au moins par observation, savoir de quoi on est constitué, donc savoir quels acides on a dans l'estomac, quel type de dentition, quelles enzymes salivaires on va avoir,
quel type de tube digestif on va avoir, si on a plus une flore dite de fermentation et de putréfaction, donc on a plus une flore de fermentation faite pour les végétaux, et pas trop de putréfaction. Par contre, pour les organes mous et spongieux des animaux, c'est entendable. Donc la cervelle, les abats, le foie, les reins, le cœur, diverses choses. Ça, c'est entendable. Je ne dis pas que c'est recommandé, je dis que c'est entendable pour la personne qui souhaiterait consommer des produits animaux. Tout le reste, toutes les autres parties de la bête, pour moi, il faut de la préparation, il faut toujours cuire, bouillir, chauffer. Les gens disent c'est pas bon, il faut mettre alors ce qui est bon c'est la sauce, c'est le goût braisé, enfin c'est différentes choses qui ne sont pas intéressantes quand on parle de santé. Là, on parle de plaisir et donc le plaisir c'est annexe et c'est subjectif. C'est propre à l'éducation familiale qu'on aura eue, dans la société dans laquelle on aura grandi, dans la culture dans laquelle on aura baigné. C'est-à-dire une société mangera telle chose et trouvera ça délicieux. Nous, on est très contents de manger des grenouilles et des escargots, et des tripes, et de l'andouillette, et puis d'autres trouveront ça répugnant, puis mangeront des sauterelles, des insectes divers, et puis nous, on trouvera ça répugnant. Voilà, ce sont des prismes culturels, et on va dire, on mange par mimétisme. On mangera rarement par instinct et par réflexion. On se contente de répliquer ce qu'on a vu. Ou pas, puisque je ne chasse pas, je n'éventre pas d'animaux, donc chacun fait son parcours, et il n'y a pas quelque chose qui est juste. Ce qui est juste, c'est de trouver sa définition avec son écoute instinctive, dégagée de l'influence et du mimétisme, qui peuvent quand même servir de fondement. Donc la première chose, c'est les protéines. Donc là, on voit les protéines vraiment carnées, mais il y a d'autres types de protéines évidemment. Il y a les œufs. Donc là, les œufs plutôt cuisson, alors évidemment des œufs biologiques, si possible la filière bleu blanc cœur, donc nourris aux graines de lin, toujours pareil pour les acides gras oméga 3. Cuit, mollet ou à la coque, donc le jaune cru et le blanc cuit. Voilà, c'est très digeste. Alors pareil, on dit il ne faut pas trop manger d'œufs. Moi, je constate rarement, jamais en fait, j'ai jamais constaté d'excès dans les œufs et de production de cholestérol en rapport des œufs. Jamais. Donc non, le cholestérol amené par l'alimentation n'a aucun lien avec le cholestérol produit, généré par le corps, généralement en tant que système adaptatif, et pas comme conséquence, hormis si c'est des acides gras trans issus donc des produits animaux, généralement cuits, transformés. Voilà les œufs. Pour ce qui pourrait concerner les poissons, surtout pas les gros poissons, qui sont bourrés de métaux lourds, qui ont atteint de saturnisme, parce qu'on surconcentre les pollutions des supertankers, des usines, et donc le thon, ces choses-là sont vraiment à bannir. Donc on prend le plus petit, à chaque fois qu'on saute un maillot de la chaîne au niveau de l'écosystème, on multiplie par 1000 la concentration en métaux lourds. Donc plutôt les petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs, pêchés dans les mers les plus sauvages possibles, dans les conditions les plus respectueuses, entre guillemets. Évidemment, là, je ne fais pas d'idéologie, je n'applique pas d'idéologie à l'alimentation, je suis dans le pragmatisme, et chacun fait ce qu'il veut par rapport à sa conscience et ses choix. Donc, je le répète, donc voilà, plutôt ces petits poissons-là, bourrés d'acides gras oméga 3. Donc là, on a fait un peu le tour des produits animaux, restent les fameux produits laitiers, qui sont des produits animaux, très protéinés. Donc, les vaches étant largement hybridées de nos jours, et de nombreuses personnes étant intolérantes au lactose et ayant des réactions d'intolérance et d'allergie au lait de vache, on peut se passer de consommer le lait d'une espèce qui est un aliment pour le petit de cette espèce, en l'occurrence le veau, un aliment de croissance de 0 à 6 mois, dont il est sevré très rapidement pour passer à l'herbe, dans les champs, l'herbe entre autres. Et donc c'est un aliment de croissance. Quand on est sorti de la croissance, cet aliment va faire croître d'autres choses. Il y a suffisamment de liens et d'études entre la consommation de lait de vache et le cancer pour comprendre que c'est un lit à problème. Il y a suffisamment de liens pour montrer que l'insuline bovine est génétiquement très proche de l'insuline humaine, et donc à chaque fois qu'on va consommer du lait de vache, on va déclencher des réactions d'insuline. Donc il y a un lien énorme entre le diabète de type 2 et la consommation de produits laitiers. Il y a un lien énorme entre le diabète de type 2 et l'ostéoporose. Et toutes les maladies, on va dire, résultant de production et de génération de mucus, donc beaucoup de pathologies de la sphère ORL, de nombreuses études qui montrent les liens plus que grands. Là, on est aux États-Unis, c'est de l'ordre de 98% des constipations chez les enfants générées par la consommation de lait de vache. Enfin voilà, il y en a une kyrielle. Il y a un super ouvrage du nutritionniste Thierry Soucard, Les mensonges et propagande,
qui est très bien fait, qui relate des centaines d'études, qui est une très bonne synthèse. Donc voilà, là je ne vais pas détailler dessus, il y a suffisamment de matière. Et puis surtout, si on souhaite vraiment consommer des produits laitiers, on peut se rabattre sur des animaux qui sont plus petits que nous, c'est-à-dire le chèvre ou brebis par exemple. Et là, on prendra soin de consommer plutôt sous forme de fromage cru, c'est-à-dire bien fermenté, avec des bons probiotiques dedans, et évidemment de qualité biologique. Et en petite quantité, puisqu'encore une fois, c'est un aliment de croissance. Donc voilà, qui n'est absolument pas indispensable. Sauf si on est dans un régime 100% végétal. Alors pareil, je pourrais faire hérisser le poil des gens qui sont 100% à se nourrir de manière végétale. C'est possible, évidemment. Je l'ai fait moi-même, je le constate aussi, mais il y a quand même des régimes de transition, des choses comme ça. Donc moi, je trouve que pour la transition, ça serait ou les œufs, mais je pense quand même que ce qu'il y a de mieux pour la transition, à travers les protéines, les vitamines, notamment les vitamines B12 et la vitamine D, ce sont les produits laitiers. Après, charge à chacun de faire son expérience et d'avoir son idéologie et le recul. Moi, pour avoir vu des centaines de personnes qui étaient végétaliennes, pour l'avoir été moi-même, et pour avoir longuement creusé la question pendant 10 ans, j'en aboutis à ça. Chacun, pareil, fait ce qu'il veut de ces informations. Donc ça, c'était pour les protéines animales qui peuvent constituer la première partie du tiers de l'assiette, les 2 tiers restants étant les légumes. Autre tiers possible, je dis qu'il y a 3 possibilités. Le deuxième tiers possible, c'est ce que j'appelle les amidons, ce qu'on peut appeler aussi les féculents, les glucides complexes. Donc dans les amidons, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre les patates douces, le panais, que je ne classe donc pas dans les légumes, les châtaignes, et puis éventuellement la pomme de terre. Je ne suis absolument pas fan de pomme de terre, qui est hyper chargée en glucides, qui est extrêmement productrice de mucus, et il faut toujours se méfier des aliments qu'on ne serait pas capable de manger crus. Ou alors, on doit manger cuit le volume d'aliments qu'on est capable, avec lequel on est capable de manger le même volume mais cru. Donc la pomme de terre crue, on peut en manger très peu. Par contre, transformée, on peut en manger beaucoup. Et donc c'est tout un type de problème. Et là, je commençais la causerie en parlant de l'ancienne génération qui allait souvent au champ, qui travaillait. Moi, vient de Haute-Saône, donc on appelle la Haute-Saône, le surnom de la Haute-Saône, c'est la haute patate. Voilà, parce que c'est une population qui est excessivement rurale, pour ne pas dire que rurale. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de TGV, enfin c'est très très rural. Et donc le plat typique, c'est les pommes de terre à toutes les sauces, hein, au sens propre comme au sens figuré. Sauf que cet excès de glucides était complètement brûlé par l'activité physique fermière et paysanne. De l'agriculture, sauf qu'avec une activité sédentaire, ça déclenche de la prise de poids, parce que le sucre non utilisé va être stocké en graisse, et puis ça va créer des troubles de diabète, évidemment, parce qu'il va falloir les réguler, ces sucres. Donc la pomme de terre, elle peut être prise, mais plus favorablement cuite au four pour casser les chaînes d'amidon. Voilà, donc je le classe plutôt dans l'amidon et surtout pas dans les légumes. Donc patates douces, panais, pommes de terre, châtaignes, et puis certaines assimilés céréales, donc je ne suis absolument pas partisan des céréales, qui sont pour moi un aliment de subsistance, de famine, qui n'ont pas grand-chose à faire dans l'alimentation humaine. Déjà, ça n'apporte pas grand-chose, pour les raisons que je vais détailler, puis surtout parce que en fait, c'est fait pour les rongeurs et les oiseaux, et les oiseaux qui ont un jabot, un gésier pour les digérer, nous n'avons pas ça, et c'est plutôt irritant, inflammant, déminéralisant. Voilà, puis alors, évidemment au sommet de la pyramide se trouve le blé et les céréales à gluten qui ont été surmodifiés. Donc les paires des chromosomes du blé ont été multipliées par 3 en 40 ans. La teneur en gluten a été multipliée par 3 ou 4. On a hybridé pour les rendements à l'hectare, pour la facilité de stockage, pour la facilité à pétrir, mais en aucun cas pour la biodisponibilité humaine. En revanche, ces céréales se comportent différemment selon qu'on les transforme. Et comme on peut les transformer naturellement, en les faisant germer ou fermenter. Et là, on ne va plus être sur du grain normal. Le grain n'est pas bon pour nous, n'est pas comestible. Par contre, s'il est germé, si on a fait un temps de trempage, genre ça va être 24 heures pour le blé, pour l'orge, l'avoine, etc. Ça va être 6 heures pour le quinoa, ça va être une dizaine d'heures pour le sarrasin, ça va être 8 heures pour l'amarante. Le petit épaule, ça va être une quinzaine d'heures, etc., etc. Donc il y a des tableaux spécifiques qui montrent les temps de trempage. Et là, pendant ce trempage-là, on va relâcher des inhibiteurs d'enzymes. L'acide phytique sera moins présent, 50% en moins. Cet acide phytique-là
on va dire, phagocyte l'assimilation au moins en partie de la plupart des nutriments. Donc on va avoir du phytate de zinc au lieu du zinc, du phytate de magnésium au lieu du magnésium. Et donc c'est pour ça qu'on verra des carences chez des personnes, on parle notamment en zinc, qui consomment énormément de céréales, parce qu'en fait le zinc est très difficilement stockable quand il est avec de l'acide phytique qui est très présent. Donc voilà, donc les seules céréales que je recommanderais évidemment sans gluten, et c'est plutôt des simili-céréales. Ça va concerner le quinoa, le sarrasin. Donc le quinoa, il faut le faire tremper déjà pour les inhibiteurs d'enzymes et aussi pour la saponine, qui est très toxique. Et donc au bout de 6 heures, on voit déjà le germe qui sort du quinoa. Donc quinoa, sarrasin, ça peut être aussi le petit épeautre, voilà, qui n'est pas hybridé. Et puis l'amarante éventuellement, voilà. Donc on exclura aussi volontiers le maïs. On peut garder le riz demi-complet, bien trempé, bien rincé, voilà, de temps en temps, c'est pas si pire. Voilà, mais par contre tout le reste, c'est vraiment pas terrible. Voilà, il suffit de voir les animaux qui ne consomment pas de céréales quand on leur en donne les problèmes qui apparaissent, on s'en étonne et on change l'alimentation. C'est la même chose pour les hommes. Et la plupart des gens se trouvent excellemment soulagés de supprimer, voire de diminuer les céréales, que je trouve moins physiologiques que les produits animaux. Je dis ça en tant que personne qui ne consomme pas de produits animaux, mais il faut avoir l'objectivité et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, puis c'est un constat que je fais tous les jours. Voilà, donc après les céréales, ça va générer tout un tas de troubles ORL, l'asthme, bronchite asthmatiforme, rhinite, sinusite, otite, etc., etc., etc. Quand c'est couplé aux produits laitiers, c'est l'explosion de joie pour les cabinets médicaux dans les périodes hivernales. Voilà, donc c'est récidivant systématiquement, puisque la cause est quasiment systématiquement celle-ci. Donc voilà, pour la partie des amidons, donc voilà, donc j'ai dissocié les légumes racines, vraiment pour faire attention. Et puis la troisième chose, ça serait les légumineuses. Alors légumineuses, c'est toujours des grains, je l'ai sorti, mais c'est plus pour quelque chose de pédagogique. Pareil, on veillera à faire tremper les grains. C'est hyper acidifiant, les légumineuses. Celles qu'on peut retenir, ce sont les lentilles corail, les pois chiches. Tous les autres, on précise que les légumineuses ont tellement été hybridées qu'elles sont 10 fois plus grosses que ce qu'elles devraient être nativement. C'est-à-dire qu'on les cultive pour nourrir la population. Et donc on hybride, on grossit, on vend pour du volume. Donc les haricots, mango, le soja, tout ça, moi je ne suis pas trop fan, pas du tout. Le soja, s'il est lactofermenté, c'est moins pire, mais sinon s'il n'est pas lactofermenté, il faut s'en tenir loin. On va dire c'est quelque chose qui est très bien pour enrichir le bétail, pour le faire grossir. Pour les humains, c'est pas terrible. Alors je suis toujours surpris quand on me dit il n'y a pas de problème avec les phytoestrogènes du soja, on peut en prendre, mais en même temps, on le recommande avantageusement parce qu'on remarque des améliorations chez les troubles de la femme ménopausée. Donc il faudra qu'on m'explique comment on peut améliorer les troubles de la femme ménopausée et qu'il n'y ait pas d'effet hormonal. Voilà, c'est assez étonnant, donc on peut me présenter toutes les études qu'on veut. Il suffit de voir aussi les excroissances mammaires chez les hommes qui consomment beaucoup de soja pour se rendre compte que oui, il y a un effet hormone-like, oestrogène-like, avec les phytoestrogènes présents dans le soja. Et c'est grandement inhibé par la lactofermentation. Donc là, il suffit il y a des marques, dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de la pub, mais il y a des marques spécialisées dans le travail du soja. Ce sont des ingénieurs agronomes, Claude Aubert pour pas le nommer, qui a beaucoup travaillé sur la question et donc qui a développé un process avec d'autres personnes pour fournir du soja de qualité respectable. D'ailleurs, en Asie, où le soja est beaucoup consommé, on va à chaque fois le faire lactofermenter, sous forme de natto, sous forme de tempeh, sous forme de miso, sous forme de soja lactofermenté, de sauce fermentée comme le tamari, etc., etc., etc. Je crois que le sauce gnocchi est fermenté, je crois, enfin bref, il y a d'autres choses qui sont fermentées, même s'il n'y a pas beaucoup de soja dedans, je ne sais plus, enfin bref, mais elle est fermentée en tout cas. Donc voilà, ce qui peut être intéressant, donc en complément de ces trois choses-là, j'y viens, c'est la lactofermentation, c'est-à-dire des probiotiques, c'est-à-dire les prébiotiques sont amenés par les fibres des fruits et des légumes, et donc les probiotiques sont amenés ou par une alimentation riche, mais aussi par une alimentation fermentée, lactofermentée. Donc il faut qu'elle soit lactofermentée, pas pasteurisée, comme ça dans le commerce. Mais l'hiver, vous trouverez du chou lactofermenté, donc de la choucroute au rayon frais, ça c'est excellent. Et puis vous pouvez faire aussi vos propres lactofermentations. Donc là j'ai
J'ai une conférence de 2 heures sur le sujet où je détaille en long et en large. Et en travers la lactofermentation, comment le faire, des boissons lactofermentées, des légumes lactofermentés. Donc là, c'est pas beaucoup parce que il y a beaucoup d'acide lactique, donc ça va déséquilibrer le pH du milieu intestinal. Donc 2-3 cuillères à soupe de légumes lactofermentés à chaque repas, c'est suffisant. Vient la fameuse question des desserts. Alors le dessert, c'est pareil, c'est quelque chose qui est éminemment culturel. Je reviens pareil quelques dizaines d'années en arrière. Le dessert, c'était le dimanche midi. Voilà, maintenant c'est tous les midis et tous les soirs. Et puis vu qu'il y a un goût sucré, c'est aussi dessert le matin. Donc dessert matin, midi et soir, plus dessert aussi à l'encas de 10h et dessert aussi à l'encas de 16h. Donc en fait, on est passé de 1 dessert par semaine, en réalité, à 30-35 desserts par semaine. Sans que ça choque personne, ça c'est bon. On a toujours mangé, voilà, j'aime toujours ça, on a toujours mangé, toujours très drôle. Non, c'est du sucre tout le temps. Tout le temps, la barre de céréales à 10h ou le croissant à 10h, les céréales du matin, le petit dessert liégeois ou la crêpe dessert le midi, le petit yaourt à 16h ou le petit suisse, et puis le soir, pareil, une petite crêpe dessert ou un chocolat. Donc en fait, c'est du dessert tout le temps, mais les gens me disent toujours « Ah oui, mais c'est un petit plaisir ». J'ai eu un petit plaisir 5 fois par jour, on n'est plus dans le plaisir, là, on est dans l'orgie. Donc pourquoi pas. Alors si on veut toujours finir sur une note sucrée, alors sachant que les fruits ne sont pas la bonne solution, que comme on l'a vu, ils se digèrent en 30 minutes, donc au-dessus d'un volume alimentaire qui comporte ou des produits animaux, ou des légumineuses, ou des céréales, et donc il va mettre 3 heures à se digérer, eh bien va y avoir une fermentation à cause de ce fruit qui demande d'autres types d'enzymes. Donc le fruit doit toujours être mangé seul en dehors des repas. Alors exception pour la pomme, qui se digère assez bien. Donc ça peut être une pomme crue ou une pomme cuite sous forme de compote, évidemment sans sucre. Voilà, pour ceux qui sont attachés au plaisir sucré après le repas. Donc là, on est vraiment sur une nourriture de compensation émotionnelle, en aucun cas sur un besoin, surtout sur une compote où il n'y a plus rien, ça a été cuit, recuit et archi-cuit. Donc là, on est vraiment on mange avec ses émotions et sa tête. Mais bon, si en palliatif, et autant prendre une pomme, voilà, crue ou cuite. Alors il y a une exception aussi, c'est la banane non mûre, qui elle sera un amidon. Donc si on a mangé par exemple des amidons, on peut se manger une banane. C'est pas paradoxal, parce que là on est sur un amidon. D'ailleurs le temps de digestion sera plus de 30 minutes, et plutôt de l'ordre d'1 heure. Enfin, voilà, ça dépend des temps de maturation et de cuisson. J'avais parlé de l'œuf cuit dur. Un œuf cru, manger un œuf cru, c'est 30 minutes de digestion. œuf cuit dur, on est sur 1 heure, 1 heure et quart. œuf cuit mollet, ou à la coque, on est sur 1 heure, et puis si un œuf cuit dur, on est sur 3 heures de digestion. Donc suivant comment on va le transformer, évidemment tout ça, ça va impliquer des choses plus ou moins complexes pour le système digestif, surtout avec ce avec quoi on va l'associer. Donc ça, c'est le repas du midi. Boit-on au repas du midi ? Idéalement, non. On ne va pas boire au repas du midi parce qu'on aura déjà mangé des crudités et des légumes qui sont très riches en eau. Donc ça sera suffisant. Par contre, si on consomme des céréales, il faut 300 molécules d'eau pour hydrolyser une seule molécule d'amidon. On aura soif, forcément. Donc on boira par petites gorgées ou on prendra soin de boire avant le repas. Mais on essaye de boire l'estomac vide, donc avant repas ou 2h30 après repas. Ça, c'est plutôt à faire dans ce sens-là. Alors il y a des gens qui boivent chaud par petites gorgées, pourquoi pas. Après, c'est à chacun de sentir, mais ce n'est pas une obligation. L'eau étant mélangée au bol alimentaire, ça n'hydratera pas en profondeur, on va dire. Doit-on grignoter à 16 ou 17 heures ? Je dirais ça dépend. En fait, ça dépend à quelle heure on mange le soir, ça dépend de l'activité physique qu'on aura, ça dépend le volume calorique qu'on aura pris le midi et ou le matin. Voilà, donc imaginons, entre mon travail et mon retour à la maison, je fais une activité sportive. Et bien là, je peux prendre des fruits, par exemple, ce qui va nous donner une occasion de manger des fruits dans la journée. Et c'est le moment où les oxydera le mieux. C'est-à-dire les acides faibles des fruits demandent de l'énergie pour être dégradés, un système tampon. Alors ce sont les voies pulmonaires, sinon c'est le capital minéral interne pour équilibrer le pH. Si on va faire du sport après, là les voies pulmonaires elle est toute ouverte, donc là on respire et on tamponne avec l'oxygène les acides faibles des fruits sans trop de soucis. Donc c'est le meilleur moyen, ils vont mettre une demi-heure à se digérer. Les sucres, on est sûr qu'ils ne sont pas stockés en graisse puisqu'on va faire un effort physique. Donc là c'est la voie royale. Mais on peut aussi consommer des fruits si par exemple on a des compulsions le soir. Souvent on mange beaucoup le soir,
c'est de la compensation émotionnelle, hein, c'est vite, 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 il ne faut pas que je pense, donc je me remplis l'estomac. Donc ça m'évite, voilà, je m'alourdis le corps et je mets moins d'énergie à la tête, ce qui me permet de repousser, puis je vais me mettre devant un écran, comme ça l'achèvement du travail d'oubli, de déni et de fuite, ce qui n'est pas un jugement, hein, ce qui est un constat, ce qui peut être aussi salutaire dans certaines périodes de vie où on ne peut absolument pas travailler sur son problème et où on est dans une fuite salvatrice, protectrice, mais il faut en être conscient. Que souvent, le repas du soir vient avoir cet enjeu-là de plomber et d'être dans et de repousser la fatigue le plus loin possible pour s'endormir sans avoir de flux de pensée qui nous amène à ne pas prendre conscience, de faire réémerger plutôt ce qui est enfoui. Donc là, ça peut être intéressant de manger beaucoup de fruits vers 17h pour faire un plus petit repas, léger, le soir. Et là, le soir, ça sera intéressant de faire un repas light. Pourquoi ? Parce que quand on se couche en ayant fini la digestion, on va optimiser sa nuit, sa régénération cellulaire et le travail de détoxination qu'on a présenté en amont. Donc le soir, on favorisera, moi je suis plutôt pour les légumes et le gras, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de gras dans notre repas. Donc là, on pourrait faire une petite salade de crudités ou une petite purée avec par exemple de l'avocat, des olives, voilà, puis des choses cuites dans la graisse de coco. Voilà, plutôt des choses grasses. Si jamais on consomme des protéines et puis qu'on fait beaucoup de sport, on aura avantage à mettre les protéines plutôt le soir que le midi, où on mangera par exemple des glucides avant de faire du sport pour avoir du capital, si tant est qu'on fasse un gros effort, mais si on fait du sport, et puis on mangera les protéines pour reconstituer la structure, on va dire, musculaire qui a été lésée par l'effort. Et donc on augmentera sa reconstruction. Voilà, ce sont des principes voilà, qui peuvent être mis selon notre activité. C'est pour ça que là, je donne des principes généraux, évidemment, c'est de se faire conseiller par quelqu'un de très avisé ou en nutrition, en diététique ou en naturopathie. Et quand je dis très avisé, c'est en dehors des courants classiques qui sont, de mon point de vue, pas terribles. C'est pas un jugement, c'est un constat, puisque le cholestérol explose, le diabète explose, l'obésité explose. Donc si les gens étaient formés correctement, dans les recommandations officielles, on ne verrait pas ces pathologies exploser. Donc c'est un immense aveu d'échec et une nécessité de se poser les bonnes questions quant aux recommandations qu'on transmet. Voilà, 5 fruits et légumes par jour, mais c'est quels fruits, c'est quels légumes, manger moins gras, mais il en faut de manière indispensable parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des troubles hormonaux, des troubles de la thyroïde, des troubles des surrénales, des troubles des ovaires. Voilà, et souvent c'est par déficit en acides gras oméga 3. Voilà, je ne vais pas faire la liste des troubles hormonaux, le fameux baby blues post-grossesse que David Schreiber avait identifié très rapidement comme une carence en acides gras en oméga 3. Enfin voilà, c'est une quantité de choses, et donc on ne mange pas assez de gras. Donc ne pas lésiner dessus, donc sur les avocats, sur les olives, sur les huiles de première pression à froid, et si on n'est pas, si on mange des produits animaux, et ben des fromages de chèvre ou de brebis crus entiers et biologiques, ou alors des œufs, ou alors des petits poissons gras. Mais il y a une importance à ne pas négliger le gras. Je le constate trop souvent. Et puis une autre source d'acides gras, ce sont les oléagineux. Par contre, les oléagineux sont tous acidifiants sauf l'amande. Donc attention au terrain, attention au moment où on les prend, surtout à la quantité où on les prend. Donc une poignée par jour maximum. Toujours trempé dans l'eau, parce que comme tout grain sec, on l'a vu pour les légumineuses et les céréales, il faut libérer les inhibiteurs d'enzymes. Et à chaque fois qu'on fait tremper, c'est le principe des graines germées, on augmente le potentiel nutritif des aliments, on multiplie par 3 la teneur en calcium, par 3 ou 4 le magnésium, le potassium, etc. Il y a même des synthèses des créations de vitamines, notamment vitamine C, etc., etc., etc. Simplement avec le trempage dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Si on parle de l'eau, de quelle eau on pourrait boire? Alors là, c'est un vaste domaine, on pourrait passer 1 heure dessus sans trouver une réponse définitive. Moi, je trouve que des systèmes de filtration à charbon microporeux sont extrêmement efficaces. Voilà, peu coûteux, c'est un bon investissement, ça marche très bien, donc pourquoi ne pas s'en priver? Puis après, il y a l'osmose inverse, mais derrière, il faut rapporter un mouvement dynamique à l'eau qui est inerte. Donc voilà, chacun de trouver ses choses, chacun son budget, enfin, c'est trop vaste pour que je détaille, mais en tout cas, on ne peut pas faire confiance à l'eau du robinet. On relève les seuils de tolérance à l'aluminium très fréquemment, ou on parlait d'hormones, donc les résidus de pilules qu'on donne aux femmes
ou que les femmes prennent, parce que 50-50, hein, on donne à 50% et on prend à 50%, et donc se retrouvent dans le circuit d'eau courant, ne peuvent pas être filtrés, donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de perturbations endocriniennes chez les hommes, chez les femmes, et ça se voit encore plus chez les enfants, les antibiotiques aussi qu'on retrouve dans l'eau, puis tous les polluants qui n'arrivent pas à être filtrés, les nitrites, enfin, etc., etc., etc. Donc ce n'est pas parce qu'une eau est dite courante et consommable qu'elle est forcément bonne pour la santé. Hein. Il ne faut pas être dupe de cela. Le problème des eaux en bouteille, c'est la migration des molécules de plastique, parce que souvent, il y a quelques bouteilles d'eau qui sont en 1 million de maïs, mais bon, c'est quand même pas top. Et puis surtout, l'eau étant un solvant, on va faire migrer les particules de plastique dans l'eau. Et c'est encore plus le cas quand c'est stocké à la chaleur, parce que la migration se fait encore plus rapidement. Donc idéalement, il faudrait des bouteilles en verre, comme c'était le cas avant. Donc là, ça fait discours un peu passéiste, c'était mieux avant. Mais à chaque fois, on me dit, mais en fait, les gens mangeaient comme ci, comme ci, comme ça, mais on oublie de regarder dans le détail. Et c'est évidemment dans cette multiplication de détails et d'avoir une eau qui n'est pas polluée, vivante, c'est aussi dans le fait d'avoir des légumes biologiques de fait, parce que pollués, ça n'existait pas, crus de son jardin, pas des variétés hybridées, d'avoir un verger, d'avoir une activité physique au grand air, d'avoir des restrictions caloriques, de manger moins de sucre, de manger moins de dessert, de peu manger de céréales. Si on mangeait des produits animaux, c'est les animaux ou qu'on avait tués ou qu'on avait élevés, ou par la chasse ou par la culture. Les produits laitiers, c'était la crème qu'on faisait avec le lait de Savage. Enfin voilà. Donc quand on me dit avant on faisait comme ça, donc je fais pareil, je dis remets-toi dans les mêmes conditions et on pourra peut-être commencer à avoir un échange un minimum pertinent. Il n'y avait pas de grignotage, et puis il y avait moins de stress aussi. Donc il y avait beaucoup moins de pollution de l'air, beaucoup moins de pollution de l'eau, il n'y avait pas de pollution électromagnétique, il n'y avait pas de micro-ondes. Enfin voilà, c'était toutes ces choses-là qu'il ne faut pas négliger, qui sont là que depuis 30-40 ans. Hein, donc ça fait une génération. Ça fait une génération que ça ces choses-là, et on en paye les résultats aujourd'hui, et ce n'est pas en influant sur un seul levier qu'on aura des résultats, c'est en influant sur le plus de leviers possible. C'est pour ça que j'ai essayé de faire quelque chose qui est une introduction à l'hygiène alimentaire du débutant, quelqu'un qui n'aurait pas de connaissances, qui n'aurait pas de première appréhension sur la nourriture santé, et qui mangerait classiquement, qui songerait à la réformer, d'avoir au moins des bases de réflexion, des bases pratiques. Donc voilà, puis ne pas oublier aussi de temps en temps de se faire des journées où on mange que des fruits et des légumes, de sauter des repas quand on le sent, de faire des petites diètes de temps en temps où on va juste boire des tisanes, des bouillons sur une journée. Voilà, surtout les veilles de fête et les lendemains de fête. Voilà, d'équilibrer vraiment sa santé au quotidien. Ce qui fait que dans ce que je donne, ce ne sont pas des informations finies, ce sont des pistes à expérimenter puis évidemment à approfondir. Et dans une seule et même logique, c'est s'autonomiser et trouver l'alimentation qui est bonne pour soi et qui n'est pas collectivisée, qui n'est pas généralisée, qui n'est pas imposée, mais qui doit être surtout le fruit d'une expérience, d'une écoute et d'un travail sur le long terme.